Je ne comprends vraiment pas ce qui peut encore marcher avec cette franchise. Et j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir si Renaissance sera la suite de True ou pas. Est-ce que cette suite sera celle qui donnera enfin le coup de grâce au box-office? J'ai besoin de savoir. Est-ce que ça vraiment, ça va faire péter le milliard? Vraiment? Je veux savoir qu'est-ce qui marche en fait là-dedans. Pourquoi ça marche? Pourquoi les gens se déplacent pour voir ça? Le 7 juillet 2025 sur TikTok, Plottime, un des nombreux influenceurs cinéma français, se posait une question qui est, je trouve, assez légitime et pertinente à propos de Jurassic World Renaissance. Pourquoi Jurassic World cartonne au box-office? La saga Jurassic World, l'objet central de cette vidéo, est une saga qui fonctionne parfaitement au box-office et ce malgré une qualité variable pour ne pas dire décroissante de ses films. Si on fait un rapide bilan, on constate assez aisément l'écrasante domination de Jurassic World sur le monde du cinéma. En 2015, le premier Jurassic World, qui redémarre une franchise mise à l'arrêt depuis 14 ans, obtient un score phénoménal de plus de 1,6 milliard de dollars, se classant finalement à la deuxième position du box-office, loin derrière Star Wars 7 et ses 2 milliards de dollars. Avec cet impressionnant résultat, Jurassic World écrase sa concurrence, une concurrence pourtant bien établie puisque le retour des dinosaures au cinéma supplante des cadors du blockbuster comme Avengers Age of Ultron, Spectre, qui est le 4e film James Bond avec Daniel Craig, ou encore Mission Impossible Rogue Nation. Quoi qu'il en soit, le succès de Jurassic World est encore palpable aujourd'hui puisque le film, 10 ans après sa sortie, reste dans le prestigieux top 10 des plus gros succès au box-office de l'histoire du cinéma. Pourtant, à sa sortie, le film sera classé 3e derrière Avatar et Titanic, une place sur le podium que Jurassic World ne gardera pas longtemps à cause de Star Wars 7, sorti 6 mois après. On pourrait dire que l'incroyable performance de Jurassic World 1 réside surtout dans le retour d'une franchise majeure, la franchise Jurassic Park. Et cet argument tient parfaitement la route grâce à l'exemple de Star Wars 7 qui, lui aussi, pulvérise la concurrence, une réussite attribuée en grande partie au retour de la saga 10 ans après la revanche des Sith. Ainsi, on aurait pu s'attendre à ce que le film suivant, Fallen Kingdom, se crache violemment au box-office comme tout de suite qui se respecte. Pourtant, le film de Bayona crève l'écran avec 1,3 milliard de dollars, le film se classe 3e derrière Avengers Infinity War et Black Panther. Là encore, Jurassic World écrase le reste de la concurrence. Même si le film engendra 300 millions de moins que le film précédent, Jurassic World 2 prouve la très bonne vitalité de la saga au box-office et ce contre toute attente. Et même quand la saga nous propose son plus mauvais film, à savoir Jurassic World Dominion, elle continue de maintenir une certaine emprise sur le box-office. Avec 1 milliard de dollars, le troisième Jurassic World se positionne à la 3e place du box-office 2022 derrière Top Gun et bien sûr l'indétrônable Avatar. Malgré tout, le film de Trevorrow surclasse les films Marvel ou encore Batman qui obtient son premier film solo depuis Dark Knight Rises en 2012. Un merveilleux contre-exemple qui démontre que toutes les sagas ne peuvent faire un retour triomphal au cinéma, hormis les plus importantes de l'histoire. Mais alors, qu'en est-il de Jurassic World Renaissance? Il est encore trop tôt pour tirer un bilan définitif de la situation de Jurassic World 4. Cependant, au 27 juillet 2025, le film de Gareth Edwards a atteint la barre des 666 millions de dollars, plaçant déjà le film à la 4e place du box-office de l'année 2025. Bien sûr, depuis le tournage de cette vidéo, les chiffres auront grandement évolué et de nouveaux marchés vont s'ouvrir courant août, notamment le marché japonais permettant à Jurassic World de grossir son capital. Face à la concurrence, le film de dinosaures résiste même plutôt bien. Sur le sol américain, Jurassic World enregistre un premier week-end d'exploitation moins performant que celui de son concurrent direct Superman. À son démarrage, le film de Gareth Edwards a enregistré 92 millions de dollars contre 125 millions pour Superman. En revanche, à l'international, le démarrage des dinosaures ressuscités est bien meilleur que celui de l'homme volant, 171 millions contre 95 millions. En France, au 17 juillet 2025, le film de dinosaures a enregistré 618 000 nouveaux spectateurs pour sa 2e semaine d'exploitation, contre 570 000 pour le nouveau Superman qui lui venait d'achever sa première semaine d'exploitation. Mais alors, comment expliquer que Jurassic World, souvent décrié comme une mauvaise saga, arrive à cartonner au box-office après tout ce temps et face à une compétition de plus en plus rude? Après une analyse personnelle, j'ai relevé 3 atouts majeurs qui sont à la disposition de Jurassic World et qui sont autant d'arguments permettant d'expliquer la très bonne santé de la saga. Bien sûr, vous aurez probablement votre propre analyse de la situation et je vous invite donc à nous la partager respectueusement dans l'espace commentaire. Et le premier argument qui explique à la fois la réussite et la raison d'être de Jurassic World, c'est la nostalgie. Dans son histoire, Universal Pictures a connu d'innombrables succès critiques et commerciaux. Cependant, au sein de son vaste panel de films, un titre ressort fréquemment, Jurassic Park. Quand le film de Steven Spielberg sort en salle en juin 1993, le film devient le plus gros succès de tous les temps, avec près de 910 millions de dollars enregistrés. Avec Jurassic Park, on peut presque observer une rupture dans les scores au box-office entre un monde de films dont les résultats tournent en moyenne autour des 300 à 500 millions de dollars et un monde de films qui régulièrement franchissent la barre du milliard.
Pour démontrer davantage l'aura de Jurassic Park, sachez qu'en 2013, Universal, pour les 20 ans du film, ressort une version 3D qui cumula 118 millions de dollars supplémentaires, permettant à Jurassic Park de devenir un film milliardaire. 118 millions de dollars au box-office pour un film que tout le monde a vu et a en DVD. C'est ça, le pouvoir de la nostalgie. Un autre très bon exemple de l'importance de la nostalgie, Le Roi Lion. À sa sortie française, Le Roi Lion de 1994 reçut un accueil triomphal avec 10 millions d'entrées. À la sortie française de sa copie photoréaliste en 2019, le film reçut un accueil triomphal avec 10 millions d'entrées. Pourtant, les deux films sont très clairement identiques en tout point, excepté le fait que la magie Disney transparaît beaucoup moins dans la version 2019. Et c'est normal, avec un film d'animation, il est possible de tordre la réalité et y insuffler un peu de magie, ce qui n'est pas le cas avec une version photoréaliste beaucoup plus rigide et moins permissive. À titre personnel, je trouve l'exemple du Roi Lion parfait pour démontrer le rôle clé joué par la nostalgie dans le succès d'un film. Et cet effet de nostalgie a été le moteur de la relance de Jurassic Park rebaptisé Jurassic World. Quand on regarde le film de 2015, on y voit un film qui appuie fortement sur le souvenir de Jurassic Park, en produisant finalement une version uchronique dans laquelle le grand rêve de John Hammond se réalise. En réalité, Jurassic World est un what if de Jurassic Park. Malgré la nature très douteuse de Jurassic World qui souhaite surfer sur la nostalgie du film de 93, le long métrage de Colin Trevorrow cartonne au box-office devenant le plus gros succès de l'histoire d'Universal Pictures. Alors je me permets une petite digression, mais aujourd'hui la nostalgie dans le monde du cinéma a pour résultat un monde sans grande nouveauté. Avez-vous jamais remarqué que nous vivons inlassablement dans le passé ? Si on regarde bien aujourd'hui, à l'heure actuelle, le plus gros succès au box-office 2025, hormis Neza qui triche un peu, est le remake en live action de Lilo et Stitch, dont le film d'animation, qui a bercé notre enfance, date de 2002. Aujourd'hui nous parlons d'un film, la 5e suite d'un film sorti en 1993. L'un des concurrents directs de Renaissance est un film mettant en scène un super-héros créé en mars 1933 et qui en est à sa 11e adaptation en long métrage. Nous vivons constamment dans le passé, et c'est dommage parce que cela ne laisse que peu de place à l'innovation et la nouveauté. Après, nous en sommes en grande partie la cause, moi le premier d'ailleurs. Bref, l'argument de la nostalgie permet d'expliquer le succès de beaucoup de films tout en expliquant par la même occasion la raison d'être de nombre de blockbusters sortis ces 10 dernières années. Cependant, le simple fait de la nostalgie de Jurassic Park ne permet seul d'expliquer le succès précis de Jurassic World. En réalité, il existe une seconde forme de nostalgie liée au sujet central de la saga, les dinosaures. Au cours de nos premières années de vie, les dinosaures ont accompagné les enfants de tout temps et tout lieu. Dans notre jeunesse, nous avons baigné dans leur univers préhistorique alimenté par tout un imaginaire issu des livres, des figurines et jouets en plastique, et bien sûr des films de fiction et des documentaires télé. Pour saisir pleinement l'impact des dinosaures sur nos jeunes bambins, je vais vous lire un passage du livre « Cette planète n'est pas très sûre » de Alexis Génie. Un livre que je vous recommande grandement si vous voulez connaître les grandes extinctions de masse de l'histoire de la vie sur Terre, leurs mécanismes et leurs conséquences. Un livre idéal pour tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à l'écologie et à ce qui nous arrive actuellement. Le passage que je vais vous lire se trouve au début du livre dans un chapitre intitulé « Comment sait-on que les dinosaures ont disparu ?» En ce début de 3e millénaire, on pourrait croire que les dinosaures ne sont pas tous morts depuis longtemps, tant ils nous sont familiers. Ils sont presque des animaux de compagnie très présents dans notre imaginaire, et l'imaginaire est quand même une part réelle de notre vie. On en voit un à Londres au musée d'histoire naturelle, dans une pièce plongée dans la pénombre. Un tyrannosaure rugit à la demande en agitant ses petits bras maigrichons et en balançant son énorme gueule, montrant ses dents, dont chacune semble l'incarnation même de la prédation. Celui-là, le T-Rex, c'est le préféré des enfants. Et quand il rugit, il crie de joie, batte des mains, dit son nom parce que tout le monde le connaît, tout le monde sait sa férocité extrême et son régime d'ogre. Ils ont vu ça dans des livres illustrés, dans des documentaires, dans des films de fiction. Ils le mettent eux-mêmes en scène avec de petites figurines de plastique. Ils lui font courser le vélociraptor, pas facile. Et croquer le tricératops en plusieurs fois parce que c'est gros. Ils le connaissent mieux que la plupart des animaux vivants, ils savent plus de noms de dinosaures que d'animaux sauvages contemporains, dont il est vrai que bien peu tiennent la comparaison du point de vue de l'invention formelle et de la prédation carnassière. Et encore une fois, la grande poupée de silicone émet un rugissement dont on ne sait pas trop s'il est authentique, faute de traces qui nous renseigneraient sur son cri exact, en balançant la tête et en roulant de ses yeux jaunes pour faire peur aux petits enfants. On les aime les dinosaures parce que leur corps spectaculaire montre ce dont ils sont capables par leur forme même, chacun sa spécialité comme les super-héros. Avec crête, cuirasse, plaques osseuses, grosses pattes pour les uns et jambes fines de coureurs pour les autres, on les aime parce qu'ils sont terribles et disparus, mais toujours là. Oui, ces animaux familiers depuis l'enfance, on pourrait les croire encore parmi nous, on en parle tellement qu'on pourrait penser qu'ils n'ont pas disparu, tous ensemble et définitivement, il y a 660 000 siècles. Et on est tout près de croire qu'il en reste quelques-uns. Dans le Loch Ness peut-être où on les cherche, sur les tépuis vénézuéliens ou dans de vastes cavernes souterraines inconnues.
Ces quelques lignes résument parfaitement toute l'attractivité des dinosaures, notamment chez les plus jeunes. Avec l'âge, la plupart, pour ne pas dire la quasi-totalité des enfants, effacent progressivement les dinosaures de leur vie sans jamais les oublier pour autant. En grandissant, nous nous ouvrons à d'autres mondes, des univers de fiction, des disciplines sportives ou scientifiques. Nous voyageons, nous rencontrons des gens qui nous forgeront une personnalité propre à chacun. Mais nous n'oublions pas pour autant les dinosaures. À travers les années, la vie nous a opposés, pour ne pas dire imposé, des épreuves difficiles et douloureuses qui nous ont blessés et marqués à jamais. En grandissant, nous avons percuté de plein fouet la dureté de la vie d'adulte, une vie pas simple à mener. Alors, quand un film Jurassic World sort au cinéma, la première chose qui va attirer le regard et susciter de l'intérêt, c'est les dinosaures, ces êtres magiques, magnifiques et terrifiants qui ont bercé notre enfance. Au final, qu'importe le scénario, qu'importe les personnages, tant que les dinosaures seront parfaitement mis en scène, les gens iront voir Jurassic World. Parce que pendant l'espace de 2 petites heures, l'enfant qui vit en nous regarde avec fascination ces grands reptiles éteints qui autrefois l'émerveillaient. Si l'enfant en nous est conquis par les dinosaures qu'il a vus à l'écran, alors l'adulte qu'il est aujourd'hui sera comblé, parce que pendant ce court laps de temps, il a oublié la dureté de sa vie pour se replonger nostalgiquement dans son enfance passée. Tant que Jurassic World sera exploité à la perfection ces animaux, la saga continuera de parler aux enfants en fouillant chacun d'entre nous. Tant que chaque enfant enfoui sera comblé, chaque adulte continuera d'entretenir la flamme du passé et donc ira voir le prochain film et ainsi de suite. Et ça, Universal Pictures l'a parfaitement compris. Dans Jurassic World Rebirth, le scénario n'est franchement pas terrible. Les personnages ne sont pas très intéressants, en revanche les dinosaures, reptiles marins et autres ptérosaures sont juste incroyables. Que ce soit leur design, leur mise en scène, les sons qu'ils émettent ou encore leur comportement oscillant entre monstre et animal, les dinosaures de Renaissance sont une réussite absolue. Et si vous êtes un tant soit peu attentif et que vous analysez la saga dans son ensemble, vous remarquerez que tous les films Jurassic World et Jurassic Park aussi ont en commun d'avoir tous réussi à rendre gloire aux dinosaures, les monstres de notre enfance. La nostalgie des dinosaures et de leur vitrine Jurassic Park est un des éléments qui permet d'expliquer le succès intemporel de la saga Jurassic World, mais un autre exemple permet également à la quadrilogie de s'émanciper vis-à-vis de la concurrence, l'universalité des dinosaures. Au cours des 166 millions d'années de règne, les dinosaures ont conquis et dominé toutes les terres émergées, y compris les régions les plus inhospitalières de notre monde actuel. Il est donc logique que tous les pays du monde, tous les peuples, connaissent les dinosaures, et ce bien avant la découverte officielle des premiers ossements de dinosaures en Angleterre en 1824. Depuis des siècles, de nombreuses légendes et créatures mythologiques sont tirées des fossiles de dinosaures, trouvés et interprétés par nos ancêtres. C'est le cas par exemple des grands dragons d'Orient, symboles de puissance et dont les légendes naissent en Chine entre le 6e et le 5e millénaire avant Jésus-Christ. La description physique de ces grands reptiles serpentiformes, faite par les anciens, serait basée sur d'innombrables fossiles de créatures préhistoriques, dont des dinosaures interprétés alors comme les ossements de dragons célestes déchus du ciel. Autre exemple, celui du griffon de la mythologie grecque, devenu aujourd'hui un animal sauvage peuplant les récits de fantasy. Ce monstre particulier serait basé sur la découverte d'ossements de Protoceratops par des caravaniers chinois en route vers la Grèce et traversant la Mongolie au 5e siècle avant Jésus-Christ. Dernier exemple, le Mokelemembe, une créature cryptique aux allures de sauropodes, issue de mythes africains dont les premières mentions dateraient de 1776, mais dont l'origine exacte pourrait être plus ancienne encore. Et ce n'est qu'un petit échantillon de l'universalité temporelle et spatiale des dinosaures auprès des hommes. Cette universalité se ressent encore aujourd'hui et transparaît parfaitement dans l'actualité scientifique. Et cette universalité est un atout majeur dans la compétition au box-office. Prenons l'exemple de la Chine. En Chine, le film Superman de James Gunn ne rencontre pas un grand succès et se fait largement distancer par Jurassic World Renaissance. À la date du 6 juillet 2025, au cours de son premier week-end d'exploitation en Chine, Jurassic World a rapporté 41 millions de dollars, faisant de la Chine le deuxième pays le plus rentable devant le Royaume-Uni, mais largement derrière les USA. Pour Superman, au 13 juillet, le film n'a rapporté que 6,2 millions de dollars lors de son premier week-end d'exploitation au pays du soleil couchant. Une sacrée différence qui va faire très mal. Autre chiffre qui démontre le gouffre qui sépare les deux films, à son démarrage, Jurassic World a enregistré 7 millions d'entrées contre 1,2 million pour Superman. Aujourd'hui, la situation de l'homme d'acier en Chine est catastrophique. Au 27 juillet 2025, le film n'a fait que 1,3 million d'entrées contre 12,8 millions pour les lézards tyrans. Si Jurassic World surpasse finalement Superman au box-office global, c'est en grande partie à cause ou grâce au public chinois. Mais alors pourquoi le public chinois rejette un film qualitativement meilleur et supérieur à Jurassic World Renaissance ? La raison est simple et réside surtout dans la symbolique de Superman. L'égérie de DC Comics est un symbole évident de l'Occident et surtout des États-Unis. Or, vous n'êtes pas sans savoir que la Chine et les USA sont régulièrement en conflit.
Conflits d'ordre et de nature économique, commerciale et financier, diplomatique, politique, géostratégique, culturelle, scientifique, bref, autant de raisons possibles pour se foutre sur la gueule. Dans le cadre de cette guerre froide, les deux peuples chinois et américains sont soumis à une intense propagande d'État plus poussée et intrusive en Chine qu'en Amérique, afin bien sûr que les peuples se rejettent mutuellement et violemment. Et c'est dans ce contexte très particulier que le film Superman patine au box-office chinois. Mais alors pourquoi Jurassic World, un film états-unien, ne connaît pas le même sort que le film de Warner Bros? La raison, parce que la Chine est une terre de paléontologie et de découverte qui suscite l'intérêt des élites et donc du peuple chinois. Intérêt qui sert un État qui cherche à légitimer sa place parmi les grands de ce monde et notamment sur le plan scientifique. En effet, depuis une paire d'années maintenant, la Chine est devenue un des moteurs de l'avancée scientifique dans le domaine de la paléontologie des dinosaures. Par exemple, en 2024, la Chine a recensé le plus de découvertes de nouvelles espèces de dinosaures avec 10 espèces sur les 52 découvertes, ce qui est un tout petit peu plus que les États-Unis avec 7 espèces découvertes. Au-delà des nouvelles identifications d'espèces, la Chine est un vecteur important dans l'étude des grands mystères qui entourent les dinosaures, et notamment deux clés de compréhension. Le lien évolutif entre dinosaures et oiseaux, et les migrations d'espèces entre les différents continents de l'époque. Cet intérêt croissant de la Chine pour la paléontologie pourrait expliquer le succès de Jurassic World dans l'Empire du Milieu, succès que ne rencontrera pas Superman de par son caractère politique. Et le cas de la Chine peut s'appliquer à tous les pays non occidentaux, comme l'Argentine, le Maroc, des pays qui ne portent pas les occidentaux dans leur cœur, mais qui en revanche sont des piliers majeurs de la discipline paléontologique. Et la politique joue aussi un grand rôle dans le succès de Jurassic World. Les dinosaures sont un sujet apolitique. Reprenons Superman de James Gunn. Le nouveau film de DC est un film éminemment politique dans lequel le réalisateur a pris parti pour des opinions d'ordre politique, notamment en étant pro-immigration. Cet audacieux mais dangereux parti pris s'inscrit dans un mouvement de contestation artistique à l'encontre du président Donald Trump, président jugé très dur et extrême dans sa lutte contre l'immigration de masse des populations sud-américaines. Bien sûr, ce débat très mouvementé dépasse les frontières des États-Unis et déchire les peuples européens. En France, deux formations politiques s'écharpent régulièrement sur cette thématique qu'est l'immigration. Le RN, qui est contre l'immigration dite clandestine, vue comme un facteur de fragilisation du modèle français traditionnel, et le nouveau Front populaire, qui lui est pour cette immigration dite clandestine, vue comme un facteur d'enrichissement culturel. Pour ces deux grandes formations politiques, la question de l'immigration est liée à des enjeux majeurs comme l'économie, la démographie ou encore la sécurité. Derrière les représentants politiques de ces deux formations se cache une multitude d'adhérents, de sympathisants et d'électeurs pour qui cette question d'immigration est primordiale, n'hésitant pas à s'affronter aussi bien dans la rue que sur les réseaux sociaux pour tenter de vaincre politiquement l'autre. Nul doute que le film de Superman a braqué une partie des spectateurs français généralement affiliés au Rassemblement National et qui vont donc bouder le film de James Gunn, expliquant ainsi la légère différence de chiffres entre Jurassic World et Superman. Une différence qui s'élève à 618 869 spectateurs pour les dinosaures contre 576 132 pour le héros de Krypton au cours de la semaine du 9 au 16 juillet 2025. Il est vrai que les dinosaures en tant qu'animaux préhistoriques ne véhiculent pas de messages politiques et moraux, ce qui n'est pas le cas bien sûr des super-héros qui justement sont des personnages avec une portée et un message politique. Le meilleur exemple provient de chez Marvel avec le personnage de Captain America, personnage créé au cours de la Seconde Guerre mondiale afin de présenter une figure patriotique américaine en réaction de l'infâme régime allemand que je ne citerai pas pour éviter la censure et la démonétisation de cette vidéo. Si les dinosaures sont apolitiques, Jurassic Park en tant qu'œuvre, elle, est politique. Jurassic Park, roman comme film, peut être considéré à bien des égards comme une critique à peine voilée du capitalisme et de sa dépendance vis-à-vis de la technologie et l'informatique, un outil servant à limiter les coûts de production et le recours au personnel. Une thématique qui ferait grandement écho avec notre actualité récente en lien avec l'évolution croissante et dangereuse de l'intelligence artificielle. Jurassic Park 2 est lui aussi une œuvre politisée. Si le film est plus aventureux que le précédent, une thématique écologique est cependant introduite dans le récit, notamment avec le discours de fin de John Hammond sur la nécessité pour l'homme de s'effacer un peu et de laisser la nature se réguler seule. Avec Jurassic World, le caractère politique de la saga s'estompe progressivement, accouchant finalement d'un Jurassic World 4 dénué de toute morale, n'étant là que pour l'action et le divertissement. Et cette philosophie universelle l'a sûrement empruntée à Marvel et son MCU qui fut vidé de toute substance morale pour en faire une franchise de divertissement, de parc d'attractions, comme l'a qualifié il y a quelques années Martin Scorsese. Et cette stratégie est plutôt payante. En vidant un film de toute idéologie, on produit un long métrage qui peut rassembler les gens et ce malgré des avis et opinions politiques divergents. Et donc cela permet d'accroître inexorablement sa clientèle. Outre les facteurs de la nostalgie et de l'universalité, un troisième argument, le plus important de tous, permet d'expliquer le succès de Jurassic World. La saga est dans une situation de monopole.
En économie, la notion de monopole au sens strict du terme renvoie à une situation dans laquelle une entreprise maîtrise l'offre en détenant une position d'exclusivité sur un produit ou un service. Dans le cas précis de Jurassic World, il serait plus opportun d'utiliser l'autre sens du mot monopole, c'est-à-dire une entreprise qui n'est pas à proprement parler en situation d'exclusivité, mais domine largement un marché où la concurrence existe encore, mais de manière très marginale. Quand on regarde l'offre des dinosaures au cinéma, on se rend rapidement compte de l'imposante domination de Jurassic World. Faisons un petit état des lieux ensemble. En 10 ans seulement, sur la période 2015-2025, nous avons eu 4 films issus de la franchise Jurassic World, films que vous connaissez par cœur. Maintenant, nous allons prendre les autres films de dinosaures sortis exclusivement sur grand écran, ce qui nous permet d'éjecter la myriade de nanars et de navets qui existent, et qui, pour la plupart, ont surfé sur le succès de Jurassic World, comme l'immonde film de The Asylum Triassic World. Côté grosse production, ça ne se bouscule pas vraiment. On a déjà Le Voyage d'Arlo, 15e film d'animation des studios Pixar, racontant le périple d'un jeune apatosaure dans un monde où les dinosaures ne se sont pas éteints. Le film est un échec avec un budget d'environ 175 à 200 millions de dollars, le film n'engendrera que 332 millions, très loin derrière Jurassic World sorti la même année. L'autre grosse production, c'est l'infâme, l'ignoble, l'horrible 65 La Terre d'avant avec Adam Driver. Là aussi, ce film sorti en 2023 a été un gros bide avec seulement 60,7 millions de dollars rapportés pour un petit budget de seulement 45 millions. Mais alors comment expliquer que ces deux films de dinosaures se soient aussi mal comportés au box-office? Plusieurs hypothèses existent. Premièrement, la qualité médiocre des films. Ça vaut largement pour 65 La Terre d'avant, mais pas pour Le Voyage d'Arlo qui reste un bon film avec une belle histoire. Deuxièmement, une fatigue des dinosaures à l'instar des super-héros qui subissent une forme de lassitude de la part du public, se traduisant par des résultats assez mauvais pour plusieurs productions, notamment chez Marvel. Les dinosaures commencent peut-être à lasser les gens, et cette baisse significative des résultats au box-office trouve une forme de résonance dans les films Jurassic World. Effectivement, chacun des 3 premiers films fait moins bien que son prédécesseur avec un gap de 300 millions de dollars en moins, ce qui est quand même non négligeable, même si ce sont tous des films milliardaires. Cette fatigue, elle vaut largement pour 65 La Terre d'avant qui sort, je le rappelle, après 3 Jurassic World, mais pas pour Le Voyage d'Arlo qui lui est sorti en plein boom de Jurassic World. On en arrive donc à la troisième hypothèse. Universal avec Jurassic World a écrasé sa concurrence directe dans le domaine des films de dinosaures. Et cette hypothèse est renforcée si on étend les bornes chronologiques. Analysons maintenant les films de dinosaures sortis entre 1993 et 2001, soit entre Jurassic Park et Jurassic Park 3. Là encore, on remarque assez facilement que Jurassic Park n'a fait qu'une bouchée de ses compétiteurs. Globalement, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Carnosaur, un film similaire à Jurassic Park, sorti dans l'ombre de ce dernier et bien moins qualitatif. Les dinosaures et le cirque magique, film d'animation dont le monde entier a sûrement oublié. T-Rex avec Whoopi Goldberg, et ça sent la daube. Et pour finir, Dinosaure de Disney, le seul film un tant soit peu bon, gros succès au box-office, et surtout un film culte pour ma génération. Si le paysage semble plus fourni, il n'en reste que la quasi-totalité des films sortis au cinéma au cours de cette période sont complètement passés à la trappe à cause de l'hégémonie de Jurassic Park. En clair, aujourd'hui, Universal, avec la saga Jurassic Park, maintient une emprise dans le domaine des films de fiction autour des dinosaures. Mais la réalité est plus obscure encore. Jurassic Park et par extension Jurassic World ont tué les films de dinosaures. Au cours de la période de jeûne entre 2001 et 2015, entre Jurassic Park 3 et Jurassic World, les films de dinosaures n'ont pas pour autant pullulé sur grand écran. Voyage au centre de la Terre avec Brendan Fraser, Le monde presque perdu avec Will Ferrell, ou L'âge de glace 3, Le temps des dinosaures apparaissent comme les seules grandes productions avec des dinosaures ayant marqué un tant soit peu le box-office et les esprits. Avec la disparition de Jurassic Park laissant alors une niche juteuse vacante, on aurait pu attendre au contraire une explosion, un essor des films de dinosaures non affiliés à Jurassic Park. Pourtant, c'est l'exact inverse qui s'est produit. La concurrence avait tout simplement peur d'être systématiquement et maladroitement comparée avec le film de Spielberg. Le 15 mars 2023, peu de temps avant la sortie du film 65 La Terre d'avant, Allociné titrait dans un de ses articles « Un Jurassic Park horrifique, 65 La Terre d'avant est le blockbuster à ne pas manquer avec Adam Driver ». Un titre qui est complètement mensonger. Pour ceux qui ont vu le film, vous voyez où je veux en venir. Pour les autres, 65 La Terre d'avant est un film qui raconte le périple de 2 survivants après le crash de leur vaisseau spatial sur Terre 65 millions d'années avant notre ère, à l'époque de domination des dinosaures. Nos 2 héros vont devoir rejoindre une navette de sauvetage avant l'impact imminent d'un gigantesque astéroïde qui s'apprête à décimer les dinosaures. Est-ce que vous voyez un quelconque lien spirituel avec Jurassic Park qui, je le rappelle, parle de résurrection de dinosaures à notre époque via la science et la génétique? Moi, je ne vois aucun lien. Et cet exemple démontre toute la difficulté d'exister en dehors du cadre Jurassic Park.
Quand une société de production décide de développer un film de dinosaures, elle prend automatiquement le risque d'être mise en relation avec Jurassic Park, qui est le maître étalon de l'excellence en matière de films de dinosaures. L'ennui, c'est que malgré tous vos efforts, votre film sera constamment dévalorisé par rapport à Jurassic Park. Dans une industrie de plus en plus vorace, faire un film de dinosaures est une prise de risque que les studios ne veulent pas prendre, et surtout ne veulent plus prendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous n'avons que très peu de films de dinosaures. C'est donc pour cette raison que Jurassic World est en position d'hégémonie. La situation de Jurassic World fait grandement écho à celle de Pirates des Caraïbes de Disney. Au cours des années 50-60, les films de pirates et d'aventures de corsaires étaient nombreux comme les films de dinosaures qui connaissaient eux aussi un certain essor. À partir des années 80 et l'arrivée de la SF, les films d'aventure de pirates ou de dinosaures ont commencé à péricliter doucement, devenant des sujets occasionnels. Mais dans les années 2000, les pirates renaissent avec Pirates des Caraïbes, une des franchises majeures du début du siècle avec Harry Potter, une franchise qui a accompagné nombre d'enfants dans le monde. Pirates des Caraïbes est aux pirates ce que Jurassic Park est aux dinosaures, un comeback triomphal, mais aussi très coûteux. Depuis 2017 et le dernier Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar, les films de pirates ont totalement disparu, hormis quelques productions asiatiques, notamment autour de One Piece. Pourtant, le vide laissé par Disney aurait pu permettre à quelques studios l'envie de prospérer en proposant un substitut à Jack Sparrow. Comme pour Jurassic Park, faire un film de pirates est très risqué et financièrement dangereux parce que votre film va souffrir d'une comparaison évidente avec la saga de Disney. Si vous décidez de faire un film avec une vision réaliste des pirates bien loin du look rock'n'roll inspiré des grands groupes mythiques comme les Rolling Stones, AC/DC ou Led Zeppelin, adopté par Johnny Depp pour son capitaine Jack Sparrow, votre film va être lourdement critiqué pour cette prise de position intéressante au demeurant. Vous êtes donc condamné à reproduire le schéma Pirates des Caraïbes, en extraire les ingrédients essentiels, créant ainsi une pâle copie qui sera quand même rejetée, vue comme un vulgaire plagiat médiocre d'une saga devenue un mythe du cinéma. Eh bien c'est la même chose avec les dinosaures. Tant que Jurassic World continuera de faire fuir la concurrence, elle sera alors en situation de domination du marché, et ce monopole pourrait permettre à Jurassic World d'exister pendant très longtemps. On peut rapidement observer les effets d'une telle domination de marché en se penchant sur le cas du Monsterverse, un univers cinématographique regroupant Godzilla, King Kong et d'autres monstres géants. Le Monsterverse fut créé à la base en 2014 avec comme point de départ Godzilla de Gareth Edwards, un film vraiment bien, un très bon Godzilla et qui a reçu un accueil au box-office plutôt encourageant. 3 ans plus tard, il est suivi de Kong Skull Island, un film qui, je trouve, réinvente le mythe de Kong et propose une nouvelle lecture plus riche que la version de Peter Jackson qui est, disons-le franchement, un remake du film original de 1933. Alors attention, j'adore King Kong de 2005, c'est facilement un de mes films préférés ever. Le début de cet univers est qualitativement impressionnant et les résultats au box-office sont vraiment satisfaisants pour des productions aussi niches que les films de monstres géants. Par la suite, la saga va perdre objectivement en qualité avec Godzilla King of Monsters, Godzilla vs Kong et Godzilla et Kong le Nouvel Empire, des films qui souffrent d'une absence de scénario, d'un développement de personnages anecdotiques mais qui sont généreux en monstres, bien mis en scène, avec de jolis effets spéciaux. Pourtant, le niveau des scores au box-office reste inchangé. Si Godzilla King of Monsters a enregistré un mauvais score par rapport à ses aînés, c'est en grande partie dû à un calendrier cinéma surchargé avec Avengers Endgame, Rocketman, Aladdin, Toy Story 4, etc. etc. Godzilla vs Kong, lui, obtient un généreux score alors que le film n'est même pas sorti au cinéma à cause du Covid-19. Godzilla et Kong le Nouvel Empire a enregistré cependant la plus grosse performance de l'histoire du Monsterverse. Mais comment est-ce possible? C'est simple, Godzilla Minus One. Fin 2023, début 2024, la Toho, société japonaise de production de films et détentrice des droits de Godzilla depuis sa création en 1954, sort un nouveau film marquant les 70 ans de règne du dinosaure radioactif. Le nouveau film est un véritable carton, un succès critique incontestable et remporte même l'Oscar des meilleurs effets spéciaux, une première dans l'histoire de Godzilla. Avec ce film, les gens ont découvert le roi des monstres et veulent en voir plus. L'ennui, c'est que les anciens films japonais sont quasiment introuvables et les rares sorties DVD sont très limitées. Heureusement, pour assouvir cette soif nouvelle, le public va pouvoir se rabattre sur la seule franchise qui propose régulièrement du Godzilla, le Monsterverse de Legendary Pictures et Warner Bros. Ceci explique la très bonne performance d'un film qui est à des années-lumière de Minus One. Et ce monopole des films de kaiju permet au Monsterverse de rester en vie et de continuer à développer des projets avec un prochain film, Godzilla et Kong Supernova, qui a été récemment annoncé. Aujourd'hui, dans la catégorie des films de kaiju Eiga, le Monsterverse apparaît comme la seule licence dominante. Les Japonais, grands artisans de ce genre de film qui prend racine dans les premiers films de dinosaures, ont délaissé cette catégorie, ne produisant de temps en temps des films Godzilla comme Shin Godzilla en 2016 et Minus One en 2024, qui sont tous deux excellents.
Côté occidental, le genre des kaiju n'arrive pas à séduire les producteurs de par son aspect très niche. On a eu le droit à 2 films Pacific Rim, mais tous deux ont été d'énormes flops au box-office. En clair, à l'heure actuelle, le Monsterverse contrôle totalement le marché, mais cela pourrait s'arrêter très bientôt. À la Comic-Con de San Diego 2025, divers projets Godzilla ont été annoncés comme la suite de Minus One et peut-être la suite de Shin Godzilla. Et le retour de ces 2 films pourrait compromettre le Monsterverse qui se verrait opposer un concurrent qualitativement supérieur, offrant au public un élément de comparaison qui serait fatal. Prenons l'exemple du DC Extended Universe. Cet univers cinématographique est créé en 2013 à la suite du retour de Superman avec Man of Steel de Zack Snyder. Par la suite, 14 films suivront avant de conclure cet arc en 2023 avec Aquaman et le Royaume perdu. Dans son ensemble, l'univers DC est un échec. 9 des 14 films n'arriveront même pas à atteindre la barre des 500 millions de dollars. Pourquoi ? Déjà parce que la plupart des films sont absolument catastrophiques. Ensuite parce que le gros de l'univers a été construit peu de temps après le début de la fatigue des super-héros, un léger coup de mou qui s'est fait ressentir après Endgame, aussi bien chez DC que chez Marvel, situation qui a en plus été amplement aggravée par la crise Covid. Mais on ne peut nier que le DC Extended Universe a souffert d'une évidente comparaison avec le MCU, qui lui a parfaitement construit son univers. Il a posé les bases et les codes de l'univers cinématographique, réuni des millions de gens et engendré des milliards de dollars. Comme le DC Universe 1 est un univers cinématographique de super-héros, il a de suite été mis en compétition avec le mastodonte dominant le marché. Avec cette compétitivité, les spectateurs ont pu observer et analyser les nombreuses failles de cet univers. Si le MCU n'existait pas, le DCU aurait sûrement continué à exister. Plutôt que d'avoir Superman de James Gunn, on aurait eu Man of Steel 2, Aquaman 3, Black Adam contre Superman, parce que même si cet univers est défaillant, les gens auraient continué de voir ces films de super-héros, parce que seul DC aurait comblé le vide laissé par Marvel après X-Men et Spider-Man. DC aurait donc été en situation de monopole tout à fait profitable. C'est cette compétition avec Marvel qui a mis en exergue les défauts globaux de cet univers, aboutissant à sa mort en 2023, puis sa reconstruction à zéro en 2025 avec James Gunn. Aujourd'hui, Jurassic World n'a pas de compétiteur et n'en aura aucun à l'avenir. Aucun prétendant qui viendrait éventuellement challenger le titan de chez Universal. Ainsi, tant que Jurassic World continuera de faire peur à la concurrence, la saga sera en situation de monopole. Tant qu'ils sont en situation de monopole, alors ils continueront à exister et ce quelle que soit la qualité de leur film, les gens iront voir parce qu'ils seront les seuls fournisseurs de dinosaures sur grand écran. Je me permets encore une petite digression, mais Universal a je pense parfaitement conscience de sa place sur le marché des films de dinosaures. Quand on regarde depuis 10 ans maintenant, seulement 3 jeux vidéo, bientôt 4 avec Jurassic World Evolution 3, sont sortis autour de la franchise Jurassic World. Quand Jurassic Park existait, beaucoup plus de jeux entourant les films sortaient sur toutes les consoles de l'époque. Cette différence est due en grande partie à l'ouverture du marché des jeux vidéo à des studios plus petits, dits indépendants, qui s'occupent de nous fournir régulièrement des projets avec des dinosaures. Des jeux de survie comme Ark, des jeux où on incarne des dinosaures comme The Isle ou Pass of Titan, des jeux de gestion comme Prehistoric Kingdom, des jeux plus tranquilles comme Paleopine, bref, il existe une très grande diversité de projets. D'ailleurs, de futurs beaux projets indés sont très attendus par les joueurs comme The Lost Wild, Cloud ou encore Dinoblade. Si Jurassic World s'aventure trop sur le terrain du gaming, nul doute que la franchise sera bousculée par la petite concurrence, démontrant peut-être une première fragilité de la saga. Ainsi donc, voilà les 3 ingrédients qui façonnent le succès de la saga Jurassic World et qui façonneront les succès futurs. Nostalgie, universalité et monopole, des ingrédients que peu de sagas disposent à l'heure actuelle. Et c'est sur ces très sages paroles que s'achève cette vidéo. Comme toujours, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à me faire part de vos retours dans l'espace commentaire. Et je vous dis à très bientôt.